Salut Charlotte, comment ça va? Salut, ravie d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Troisième épisode du Brega Jenga, après Stan Dukio, Pascal de GoJob, Charlotte de Datac. On est ravis de passer un peu de temps avec toi. L'idée de ce format, c'est de passer du temps entre entrepreneurs, investisseurs, parler de nos expériences partagées ensemble, parce que ça fait 3 ans qu'on se connaît, Charlotte, à travers ce Jenga. Le Jenga, pour rappel, c'est un jeu. Donc on va tirer chacun des petits bâtonnets qui sont associés à une question. 5 thématiques, les people, une question taboue, le business, money et nos expériences partagées. L'idée, c'est de partager ça à bâton rompu. Donc on se pose mutuellement les questions. Il y a un risque, c'est que la tour s'écroule. Si c'est le cas, la personne qui a gagné a le droit de poser une question ouverte à l'autre, une question un peu sensible. Et donc, on m'a dit tout à l'heure que Brega avait gagné 100% des épisodes, donc la pression est quand même sur mes épaules. Clairement. Mais on va essayer de passer un bon moment. Je crois que tu es une experte au Skyjo, j'espère que ça t'aidera. Ouais, c'est nouveau ce jeu pour moi. Je suis plus Skyjo, effectivement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter et je ferai de même jusqu'après. Ça te va? Ouais, alors encore merci pour l'invitation. Effectivement, ça fait 3 ans qu'on se connaît. J'ai créé Datac il y a 4 ans et avant ça, j'ai travaillé 15 ans dans l'assurance. Je suis Charlotte Coyer, une des cofondatrices de Datac. J'ai bossé dans des grands groupes et en start-up avant de cofonder Datac. Et en quelques mots, Datac, c'est l'assurance proactive qui protège les entreprises des cyberattaques. Et ce qui fait notre différence, c'est que nous, on combine cybersécu à l'assurance et on n'intervient pas que après que l'attaque ait lieu, mais en amont. On protège les entreprises des cyberattaques, on réduit le risque de cyberattaque par 8. Pendant la cyberattaque, avec nos équipes de réponse à incidents, on va restaurer les systèmes d'information et ensuite, comme un assureur traditionnel, on va rembourser toutes les pertes. Et aujourd'hui, Datac, c'est plus de 2200 clients, 18 millions d'euros levés avec Brega, BPI et Xange et plus de 40 collaborateurs passionnés. Bravo pour ces premières étapes qui en appellent plein de belles autres, j'en suis sûr. De mon côté, Benjamin Deplu, partenaire chez Brega. J'ai rejoint l'équipe il y a 3 ans. Je suis une dizaine de participations dans le portefeuille, dont Datac, qui était le premier dossier sur lequel j'étais amené à travailler. C'était le moment où on s'est rencontrés, c'était fin 2022. Avant ça, j'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai monté 2 boîtes dans l'espace comptable, qui sont un cabinet comptable en ligne qui s'appelle Fred de la Compta et un ERP pour les comptables qui s'appelle Income. C'est 2 boîtes qu'on a scalées avec 4 cofondateurs pendant 7 ans. Et on a eu la chance de les vendre. Donc ce sera l'occasion de partager aussi mon passé d'entrepreneur et c'est quoi la bascule vers l'investisseur. Et avant ça, j'ai fait de la banque d'affaires. Donc j'ai un panorama assez divers du métier et j'ai été à ta place dans le passé. Donc game is on. C'est ce qui fait que tu es un investisseur différent, je trouve aussi, par rapport à des investisseurs qui ont été que côté investissement. Toi, tu as vu ce que c'était d'être entrepreneur et je pense que c'est hyper intéressant du coup que tu répondes aussi aux questions. Absolument. Je commence? Avec plaisir. Yes. Est-ce que tu vas aller vers le bas ou vers le haut et prendre de plus en plus de risques? T'aimes bien attaquer les fondations, je vois. Ouais, moi c'est parce que je vois que ceux du milieu, ils tiennent pas en fait. Enfin, ils peuvent sortir facilement. The green Money. Ton pire investissement. Alors moi, c'est marqué ton pire investissement dans la boîte. Donc, je ne sais pas si c'est ton pire investissement en tant qu'investisseur. En tant qu'investisseur, c'est un peu dur. Dans la boîte. Ou dans ta boîte, chez Brega. Moi, je me souviens. Ah oui, je pense que je vais remonter le fil de mon passé d'entrepreneur. Donc moi, on a monté des boîtes dans le space comptable. Et c'était en 2015. Et donc, il y avait toute cette vague avec les Payfit, les Conto, etc. Et je me souviens qu'avec notre grande naïveté d'entrepreneurs, on s'est dit que ce serait intelligent de faire non seulement une plateforme comptable, mais qui faisait aussi la paye. Ça fait sens, parce qu'en fait, c'est un ERP qui fait les deux. En fait, en termes de proposition de valeur, ça fait sens. Et du coup, on a investi pas mal d'argent, je tairai le chiffre par respect pour cette période, pour essayer de copy-paste Payfit. Ça n'a jamais rien donné. Je pense qu'on n'a pas eu de clients et ça a très vite été converti dans un système de collecte de variables de paye. Je pense qu'on n'était pas loin des 7 chiffres investis dans ce domaine-là. Et en fait, c'est une boîte à part entière. Et je pense que quand on est entrepreneur, en fait, c'est vrai qu'on veut gravir l'Everest. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de raccourcis qu'on veut prendre d'un point de vue stratégique qui font beaucoup sens quand on regarde les choses de sa tour d'ivoire. Mais quand on doit l'exécuter et l'opérer,
on se rend compte que c'est tout simplement pas possible dans un espace-temps qui est contraint, en fait. Et du coup, c'était c'était un assez mauvais investissement. Ouais, mais je suis d'accord. Des fois, je me dis souvent, un entrepreneur, il doit être optimiste. Et Bien nous sûr. aussi, chez Datac, on a un peu ce défaut-là. On est hyper optimiste, on a envie de faire plein de choses. Et des fois, on sous-estime certains projets ou certaines idées. On se dit, ah, mais ça va nous prendre 3 mois à l'exécuter, 6 mois maximum, X personnes. Et en fait, effectivement, quand tu te rends compte que c'est beaucoup plus long que ce que tu avais prévu, après, c'est dur de dire non, mais en fait, il faut couper quand tu te rends compte que ça marche pas ou que tu peux pas concurrencer quelqu'un dont c'est le métier où ils ont investi, eux, énormément. Et je pense que quand on est investisseur, un mauvais investissement, finalement, ça nous prend du temps, ça crée pas beaucoup de valeur, mais finalement, on n'est pas dans le day-to-day. Quand on est entrepreneur et qu'on fait un mauvais investissement, et comme tu le dis très bien, on est obligé d'arrêter un projet parce que tout simplement, il ne fait pas sens, il ne crée pas de valeur économique. Et là, il faut garder les équipes mobilisées, potentiellement les changer de projet, etc. Et garder cette dynamique de personnes. On y viendra peut-être avec certaines questions sur les people. Et c'est très très dur. Et je pense que les gens qui n'ont pas vécu ça le minimisent énormément. En fait, la dynamique, être moteur de tous, c'est énormément énergivore. Ouais, puis à la fois bien exécuter et puis aussi ne pas frustrer les équipes parce que parfois les équipes elles sont hyper optimistes justement à créer un nouveau projet, une nouvelle feature et quand toi tu dis mais non, on reste que sur les 2 priorités de la boîte, tant qu'on les a pas exécutées, on se disperse pas. Bien sûr. Ça peut donner un peu, restreindre l'ownership, restreindre les responsabilités. Mais alors nous, je sais que chez Datac, aujourd'hui, on s'est focus sur 2 projets maximum par quarter, justement pour pas se disperser ou investir dans quelque chose qui n'est pas réalisable dans le quarter, par exemple. Ça, on fait hyper attention à ça parce qu'en fait, c'est le focus. Et quand tu as des ressources contraintes, que ce soit en argent et en temps et en personne, il faut faire des choix. Bien sûr. Et c'est vrai que si on tire le fil, au final, c'est un sujet d'exécution très rapidement, une entreprise. Et donc, quand on a trop de sujets à faire en parallèle, la délivrabilité, elle en prend un coup. Donc, il faut être rationnel. À moi ? À toi. Alors, est-ce que je vais aller comme toi vers le tabou de la ligne numéro 4 qui est, en vrai, on a envie de se lever parce que si le jeu s'arrête au bout de 15 secondes, c'est quand même très moche. Je note que tu t'es levé. Que j'aurais le droit de lever. Mais t'as le droit, bien sûr. On n'a pas fait de contrainte de mobilité. Du coup, c'est à toi de me poser la question tabou. Ah non, c'est à moi ? Attends, non, si, c'est à moi. Ouais. Excuse-moi. Comme quoi, on connaît vraiment pas les règles du jeu. Alors. Attends, je crois que les règles, il faut aussi remettre les bâtons en haut. Ah bon ? Mais oui, on nous l'a dit. Ah bon ? Je me souvenais plus et je viens d'y repenser. Ça prouve encore une fois qu'on n'est pas des experts à ce jeu et qu'on est plus sur du Skyjo cet été. Alors, comment tu fais pour que ta vie d'entrepreneur ne pèse pas trop sur ta famille ? Voilà, on pourra en parler longtemps de ça. Ouais. Alors moi, c'est assez facile parce que mon mari est entrepreneur aussi et CEO d'une boîte sur plusieurs pays. Donc l'avantage c'est qu'il comprend très bien. Okay. Il comprend ce que je vis, il comprend que parfois je suis là mais je pense à autre chose, il comprend les urgences. On a plusieurs fois écourté des vacances parce que j'étais loin et que j'avais juste envie d'être à Paris auprès des équipes pour être concentrée, pour exécuter. Donc ça c'est plutôt très très appréciable. Après, je pense que du coup, le fait d'avoir 2 CEO dans une famille, ça fait que forcément, on est quand même un peu plus stressé. On a moins de patience aussi. En fait, au travail, on fait attention aux gens, on fait attention à ce qu'on dit. Et on peut se lâcher un peu plus à la maison. Donc ça, forcément, ni l'un ni l'autre, on a le temps de gérer... justement la réservation des vacances ou un dégât des eaux. Là, tu vois, je me tape un dégât des eaux. Mon mari me dit, c'est toi l'assurance, c'est pour toi ce sujet-là. Mais c'est vrai que les sujets perso, faut les gérer et parfois, aucun de nous n'a très envie de les gérer. Donc, c'est un équilibre à trouver. Je dis pas que c'est parfait. Franchement, je pense qu'on n'est pas du tout parfait. Après, nous, on se fait beaucoup aider. Ouais, bien sûr.
On a beaucoup d'aide, on a une jeune fille au père, on a les beaux-parents. Enfin, moi, j'ai mes beaux-parents à côté. Donc, ça aide énormément d'avoir des personnes de confiance. Ce qu'on essaye aussi, c'est quand même se donner des fois des moments de déconnexion parce qu'en fait, l'un et l'autre, forcément, on parle quand même beaucoup de boulot. On se demande des conseils aussi. Parce que comme on se comprend, qu'on vit aussi des choses que l'un ou l'autre vit, ou on s'entraide et on se demande des conseils, comment tu réagirais comme ci, ou comment tu ferais si tu étais dans cette situation-là. Et donc en fait, on a tendance quand même à parler boulot aussi le soir au dîner, le week-end, à beaucoup s'en parler. Et donc il y a quand même des moments où on se dit, parfois moi je dis non, je veux pas parler. Là j'ai envie vraiment de faire une pause et donc on essaye des fois de vraiment déconnecter, d'être dans l'instant présent. Ça c'est mon gros sujet du moment pour essayer quand même d'avoir des moments où on pense à autre chose et on est vraiment avec notre fils, on est vraiment coupé parce que je me dis que c'est un marathon et que si on veut tenir sur la durée, il faut qu'il y ait des moments où on déconnecte. Ah mais absolument, je ressens exactement la même chose. C'est vrai que moi, mes parents étaient médecins, donc pas du tout pareil dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que la manière dont tu peux partager cette expérience qui est relativement unique, elle n'est pas forcément extrêmement naturelle. Et puis tu n'as pas forcément envie d'imposer pour le coup, mon épouse est banquière, donc même si elle a un métier stressant, c'est pas forcément les mêmes hauts et bas et c'est moins une aventure. Elle est salariée, donc c'est complètement différent. Et c'est vrai que aller chercher du soutien, de la logistique pour que le quotidien soit le plus simple possible et que les moments en famille soient des bons moments. Parce que le but, c'est pas de savoir qui a eu la plus mauvaise journée, c'est plutôt de passer du temps de qualité ensemble. Parce qu'en fait, notre temps, c'est certainement l'élément le plus contraignant de nos vies. On en a peu. Et donc, il faut que quand on arrive chez nous, ce soit des bons moments, parce que sinon, ça peut être très très vite un cercle vicieux. Il y a plein de moments critiques dans l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et il faut que le soutien soit là quand ce genre d'événement arrive. Mais ok, super intéressant. C'est à toi. À moi. Est-ce que tu... Oh là là, moi, je continue sur une stratégie. J'ai une stratégie qui marche, je la garde. Tac. Je la remets direct. People. Le truc à ne surtout pas négliger pour construire une culture d'entreprise solide et la garder en grandissant. Je pense qu'en tant qu'équipe fondatrice, au final, on est les premiers vecteurs de la culture d'entreprise. L'alignement de valeurs, qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est clé dans notre quotidien. Ça résonne et ça doit résonner en tant qu'équipe. On est les premiers représentants. Et donc, passer du temps avec ses cofondateurs pour se dire qu'est-ce qu'on veut construire comme boîte, quel type de personne on veut, qu'est-ce qui est absolument indispensable et qu'est-ce qui est absolument pas OK dans notre quotidien. Je pense que c'est une fois qu'on l'a validé, qu'on est capable de le maintenir. Évidemment, chaque entreprise a différentes étapes. C'est facile d'avoir une culture d'entreprise de 1 à 10, c'est une très différente de 1 à 50. Et plus on scale, plus ça devient critique. Mais par contre, c'est des fondations qui sont hyper importantes. Et si on se perd parce que la pression augmente, parce qu'on fait des mauvaises décisions, il faut reshuffle, il faut l'adapter. Il n'y a pas une marque employeur et des valeurs d'entreprise qui sont ancrées pour toute la vie de la boîte. Je discutais il y a très peu de temps avec le fondateur de United, qui maintenant est une boîte listée. Il me partageait que ça a complètement fait abattre certaines idées qu'il avait sur la culture d'entreprise. Ça fait 10 ans ou 12 ans qu'ils attendaient ce moment. Et voilà, rien n'est jamais acquis, il faut toujours travailler dessus. C'est ce que je peux dire. Ouais, je suis complètement alignée. Je n'ai pas beaucoup à ajouter, mais complètement alignée sur les valeurs, la culture d'entreprise. Et aussi de partager clairement au moment de l'embauche. C'est important. Pour que les personnes ne soient pas déçues, qu'ils savent où ils arrivent. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste des compétences que tu recrutes, mais c'est aussi vraiment des humains avec qui il faut avoir envie de travailler de la même façon, partager les mêmes valeurs. Donc, Et puis même, c'est une déclinaison du quotidien. Enfin, si on fait bien nos rêves checks au moment des embauches,
il n'y aura pas de il y a un minimum de mauvaises surprises, il y a toujours des mauvaises surprises, c'est pas le sujet. Et si malheureusement on doit mettre fin à une relation de travail, ce qui arrive dans le quotidien d'entrepreneur, c'est comme ça, et bah enfin en tout cas on a une ligne de conduite et très souvent quand ça ne matche pas avec la culture d'entreprise, c'est le cas le plus facile en fait. Ah ouais, c'est le plus facile. C'est le cas le plus facile. À moi. Est-ce que je me relève? Je ne sais pas. On reste sur People. J'ai envie de tenter Money. Le vert. On m'a dit que... Oula. Voilà, je vais peut-être changer. Oh, c'est chaud en fait. Ouais, en fait, le bas t'adoptes ma stratégie. Ah bah, écoute, on y était chez Brega, tu sais, c'est hands-on. Tu copies ce qui marche. Act like a founder. C'est une de nos valeurs. Merci. Alors, pourquoi c'est si important d'éviter de lever le tour de table de trop? Oh, c'est un sujet intéressant. C'est pas tabou, ça. C'est pas tabou, tabou, cette c'est question. money. Ah, je ne sais pas. Money, c'est écrit. Pourquoi? Tu veux que je te la relise? Ouais. Ok, tellement dur, on est sur limite du Joker. Pourquoi c'est si important d'éviter de lever le tour de trop? Le tour de trop. Je pense que c'est hyper intéressant parce que quand on est fondateur, on est quand même approché par des fonds, enfin en tout cas nous chez Datac, on a beaucoup de chance, on est approché par des fonds toutes les semaines. Donc c'est vrai que tu peux être tenté de te dire « Ah, je prends l'argent quand il y en a ». Mais ce qu'il faut comprendre, et je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui n'ont pas toujours compris, on voit bien sur les réseaux, il y en a qui se plaignent, comment ça, en fait, j'ai pas gagné d'argent, comment ça, fallait que je rembourse. On voit beaucoup d'histoires comme ça. Et en fait, il faut comprendre que quand on te donne de l'argent, c'est pas gratuit, il faut le rendre. Et il y a un pacte d'associés, il y a des conditions, et il faut bien les lire. Et quand tu es un peu au fait de ça, grâce, je pense justement à des podcasts, au Galion, qui a aussi beaucoup aidé, je pense, la communauté d'entrepreneurs à comprendre ce que c'est qu'un pacte d'associés ou une term sheet. Ça nous permet en fait de savoir dans quoi on se lance. Et donc, quand tu lèves de l'argent, il faut être sûr que tu vas savoir bien investir et en faire un multiple pour tes investisseurs. Donc, quand on parle, si tu es arrivé à un stade où tu n'as pas besoin d'argent, où c'est peut-être le tour de trop qui en fait juste va te faire encore augmenter ta valo, une valo peut-être inatteignable, oui, il ne faut pas le faire. Et je pense qu'il ne faut pas répondre à l'appel des sirènes et prendre du cash juste pour le mettre en banque. Ouais, nous, on fait... c'est quelque chose dont on a très conscience chez Datac. Je pense que c'est sain de raisonner de cette manière-là. Un tour de table, ça gonfle l'ego des fondateurs. Ouais. Ça marque une valeur de son projet, donc c'est toujours agréable. C'est vrai. Évidemment, c'est une histoire à raconter, c'est de la presse, c'est du média, c'est une étape. Et c'est aussi des responsabilités, comme tu le dis très bien. Donc c'est sûr de garder des investisseurs alignés avec la vision de l'entreprise et le potentiel de l'entreprise, parce que tous les projets, toi tu as eu la chance de lever avec des fonds de VC, tous les projets n'ont pas le potentiel attendu par un fonds VC. Parfois, c'est des boîtes qui sont des très belles boîtes, mais qui ne sont pas suffisamment grandes pour que ça fonctionne pour nous, par exemple, en tant qu'investisseurs. Et puis parfois, le potentiel d'une boîte varie. Le marché peut aller plus vite que prévu, ou moins vite que prévu. Et donc, c'est vrai que c'est un équilibre de beaucoup de paramètres pour que les choses se passent bien, parce que c'est vrai que quand on a survendu son projet, du coup, la marche à rattraper pour aligner les planètes de tous et créer de la valeur ensemble, elle est encore plus haute. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont vocaux sur ces sujets-là. Maintenant, je pense que chez Brega, on essaye de trouver toujours le bon équilibre. Et je pense que dans notre relation, quand on est au quotidien, elle est saine de ce point de vue-là. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. C'est clair. Nous, on parle beaucoup de valo, comment on atteint la valo, exactement, comment on valorise Datac, sur quoi on peut investir. Exactement, tu vois, comment on crée un business case qui crée de la valeur pour tous, aussi pour les prochains investisseurs si on souhaite en avoir. Et voilà, mais c'est vrai que c'est un sujet grave et c'est pas que pour gonfler l'ego. Donc assez aligné avec toi. À mon tour. Your turn. Ah, tu rebaisses le niveau de risque là. Je vois bien. Hein. Toujours dans ta stratégie de casser les fondations. Bien en haut. People. All right. Tiens.
Oh, facile. Ah bah, t'es gentil, c'est moi qui dois répondre. Et moi, je me dis, c'est facile. La remercie. confiance, ça se mérite ou ça se donne? Oh, bah, ça n'a pas l'air si facile pour toi. Moi, ça dépend énormément de qui on parle. Ah ouais. Euh, Moi, c'est. Tu vois, je lis ça, je sais déjà. Moi, je dirais que ça se mérite. Notamment dans une relation manager-manager. Et après, je pense que quand les conditions sont remplies, moi, je suis ravi de la donner. Mais je pense que c'est très différent quand tu es employé dans une structure, alors que quand tu es entrepreneur, où au final, donner sa confiance à bon escient, c'est assez clé. Si tu délègues à des gens qui ne respectent pas la confiance donnée, ça peut avoir des impacts relativement importants. Et c'est toujours les fondateurs qui essayent de solutionner les situations un peu critiques. Donc, moi, je la donnerais avec parcimonie. Ok. Moi, tu vois, quand je lis comme ça, mais c'est un peu. Moi, c'est mon mindset, mais peut-être que c'est une erreur. Mais moi, je suis plutôt à donner très vite. Ok. Je fais confiance. Par contre, si tu me trahis, je la reprends aussi très vite. Mais après, c'est sûr que ça fait des effets où je donne beaucoup d'ownership, beaucoup de responsabilités. Bam, je t'attends dans 1 mois sur ça, 3 mois sur ça, on est OK. Et par contre, c'est sûr que quand la personne ne respecte pas je fais ce que je dis ce que je fais, là, je vais commencer après à être un peu sur son dos et à moins faire confiance. Mais je suis plutôt à donner direct, moi. Quand j'ai recruté quelqu'un... C'est tout à ton honneur. C'est Ouais, vrai. mais bon, tu vois, c'est... C'est vrai que après c'est vrai aussi que je pense que quand on a des désillusions sur certaines embauches, peut-être que ça biaise aussi le démarrage des relations. Ça dépend aussi énormément du niveau de seniorité, je pense. Bon, mais bien sûr. C'est vrai que quand on est sur des personnes clés, souvent on a passé du temps avec les gens. Enfin, on a fait un café, un déjeuner, en plus des cas classiques. Donc, je pense que voilà, c'est des relations plus de proximité. Donc, c'est naturel de la donner plus rapidement sur des gens où on est potentiellement en tant qu'entrepreneur pas dans le process d'embauche ou qu'on a que la final decision ou un call de fit. Bon, là, c'est vrai que on regarde parce que par délégation, on va avoir des retours sur la personne concernée. Mais ouais, c'est tellement clé de ne pas rater ces embauches que ouais. Ouais, j'imagine qu'il y a une question sur le sujet. Effectivement, les embauches, mais ça, c'est mathématique. Enfin, il y a des embauches ratées. Tout le monde, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé de se l'avouer, de se dire ça arrive. Nous, ça arrive, ça m'arrive, ça arrive aux managers qui recrutent, on le sait. Donc, nous, ce qu'on veut surtout, c'est essayer d'onboarder très rapidement les personnes. Voilà, en plus, on a eu 12 arrivées le 1er septembre. Ah ouais, c'est conséquent. Donc là, on a fait un planning d'onboarding de dingue sur la première semaine, avec un quiz le vendredi pour que savoir si tout le monde connaisse le produit, les plateformes, les outils, les valeurs de Datac dès la première semaine. Parce que comme ça, on ne se dit pas... peut-être que c'est à cause de nous, peut-être qu'on lui a mal montré. Là, au moins, comme quand ça arrive en promo... Quelqu'un de normalement attentif est au courant, quoi. Ouais, voilà. Ouais, et quand bien ça sûr. arrive par promo, on met l'investissement pour vraiment onboarder. Il y avait des formations tous les jours. Et après, on donne des premières missions, des premiers feedbacks, on itère et on décide si on garde ou on ne garde pas. Mais vraiment, nous... Ouais, hire fast. Ouais. Exactement. Ouais. On se dit qu'il faut pas louper une période. Enfin, faut pas attendre trop. En fait, aussi quand il y a un doute, généralement il n'y a pas de doute. Voilà. Donc, t'as donné du feedback, t'as essayé de voir. Enfin, on a des timelines. On a aussi à J plus 90, on a un 360. Ouais. Donc comme ça, c'est pas juste ton manager qui te juge, c'est aussi tous tes pairs, toutes les personnes avec qui tu travailles de manière anonyme. Et là, vraiment, on voit... On rentre dans le détail, quoi. Ouais, on voit aussi avec ses pairs comment ça fonctionne. Et donc, clairement, nous, on embauche beaucoup et on a aussi des départs quand on s'est trompé. À la vitesse à laquelle vous êtes en croissance, Ouais. c'est pas très surprenant, Non. finalement. All right, hyper intéressant. À moi? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas trop fait XP, j'en ai fait une, je crois. Ouais, t'en as fait une. Ah, on a 0 bise.
Zéro On fait bise. pas de business, Nous, nous. on n'est pas dans le business, ce qui est quand même étonnant. Là, franchement, tu as quand même attaqué les fondations de manière massive. Je prends des risques majeurs là. J'ai envie de faire celle-là, mais je sens si celle-là elle passe. Eh ben, ça fait business en plus. Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. There you go. So, c'est à moi de te poser la question. Ah bah très bien, vers le business. Focus produit ou focus client? Euh, C'est ça la question, hein. Mon Je peux te la CPO montrer. va pas être content, mais bon, il me le dit. On est focus client, nous. Ok. Parce qu'on est très à l'écoute des courtiers. Ouais. Et en fait, des courtiers, des clients finaux, mais bon, d'abord les courtiers qui ont des besoins. Et c'est vrai, alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, mais on s'adapte vraiment au client. C'est le client qui fait la roadmap produit, c'est le client. On fait beaucoup d'interviews, on prend beaucoup de retours, donc on est obligé d'en faire quand même à chaque fois une dizaine parce qu'ils n'ont jamais forcément les mêmes avis, les courtiers, parce qu'aussi ils ont différentes tailles. Mais on prend énormément de feedback terrain et c'est ce qui fait notre roadmap produit. Ouais, j'imagine. On n'est pas, des fois on se dit ça, on n'est pas Apple, on n'a pas fait un iPhone et on leur met dans les mains et on leur dit voilà, vous allez vous habituer parce que c'est incroyable. Non, nous, en fait, c'est une plateforme et un produit qui répond aux besoins des courtiers. Ouais, c'est Un très pain, concret. c'est vraiment leur pain et en fait, quand ils sont 10 à nous demander la même feature, la même chose, on le fait. Après, on fait attention à pas répondre à un courtier. Parce que alors là, sinon, notre produit part dans tous les sens. Enfin, tu vois, on peut pas faire répondre à un besoin spécifique et à tordre notre produit pour répondre à ce courtier. Ça, on le fait pas parce que sinon... c'est du tailoring, ouais. Tailor-made, voilà, on n'a pas le temps. Donc, on fait très attention à prendre beaucoup de feedback et que ça remonte en masse. Mais on adapte notre produit en fonction de ça, ouais. Bah, c'est vrai que si on prend un peu de recul, c'est sûr que ça dépend aussi de la phase de l'entreprise. Il y a un moment, si on n'a pas de produit à vendre, bah, on est obligé de se concentrer sur le produit. Et assez rapidement, souvent, c'est la relation client qui prend le relais parce qu'il faut exécuter les ventes. Et plus le temps passe, à part, je prends les sujets disruptifs à part, évidemment, sûr que les modèles fondationnels, on a des super nouvelles sur Mistral et c'est super d'avoir un champion européen. C'est vraiment formidable, mais ça, c'est des changements structurels, c'est des changements suffisamment importants pour passer du temps sur le produit avant de commencer à vendre. Mais il y a beaucoup de sujets qui sont essentiellement des sujets d'exécution. Donc, il y a une part prépondérante du client qui grandit, en fait. Ouais, puis attends, Mistral, ils ont quand même levé plus d'1 milliard auprès d'un institutionnel. Et ils ont annoncé aussi un partenariat ensemble, donc ils répondent aussi, je pense, à un besoin de ce partenaire. Absolument. Non, mais bien sûr, il y a une réalité business. On est dans un monde de création de valeur, donc à un moment, il faut que la valeur économique rattrape. Donc souvent, quand même, le produit répond aux besoins clients. Enfin, bien sûr, sinon... donc, client ou produit, c'est quand même un peu les deux, je pense. Mais... Bien sûr, ouais, évidemment, c'est aussi une industrie qui mature. Donc c'est vrai qu'avant, la balance était peut-être beaucoup plus ancrée sur le produit. Aujourd'hui, l'exécution financière, elle est de plus en plus clé. Par rapport à l'environnement dans lequel on évolue tous, qui est incertain. Donc c'est vrai que ce qui est certain, c'est le cash sur le compte et de répondre aux clients, souvent ça mène une vente, quoi. Ok, cool. À toi. Je vais essayer de rester sur le business. Tu vas de plus en plus, c'est quand même très inquiétant ce que tu fais. On est vraiment sur le schéma de high risk, high reward. Oh là, sans te lever. Ok. J'en ai marre. Ok, donc une deuxième bise. Comment as-tu géré ta première grosse perte de clients et qu'est-ce que tu en as appris? C'est une bonne question. Nous, on avait une relation un peu multiple, puisque comme toi, on a eu plusieurs phases d'entreprise et il y a un moment où on vendait aux experts comptables qui eux-mêmes revendaient leur logiciel à leurs clients finaux, c'est-à-dire les entreprises telles que Datac par exemple. Donc ça, c'est potentiellement une perte de clients. Puis après, on a aussi, quand on était cabinet comptable, on vendait aux entrepreneurs. Ce que j'ai appris, c'est un truc sur lequel on va, à mon avis, se rejoindre, c'est parfois la croissance raisonnée. Je me souviens que notre proposition de valeur au démarrage a été tellement évidente pour certaines entreprises, essentiellement des startups au démarrage,
qu'on était pris par la croissance. Il y avait des mois où on onboardait 100 entreprises sur la plateforme, qu'on avait d'ailleurs parfois aidé à créer via le cabinet comptable. Et puis, c'était encore assez human intensive parce que l'automation a pris le relais plus tard. Et donc, fallait des chefs de mission comptables qui appelaient les gens, qui leur demandaient leurs différents éléments légaux, comptables, etc. Mais quand tu as 100 entreprises et que ton portefeuille grossit à cette vitesse-là, c'est un marché extrêmement pénurique en termes de ressources et de talents disponibles. Et donc, parfois, il y avait des entrepreneurs qui n'étaient pas rappelés. Mais pas rappelés au point de... c'était les impôts qui leur disaient « Ah, vous nous devez une TVA ». Donc, ils nous rappelaient genre un an après en disant « Alors, ça se rattrape toujours, il n'y a pas de sujet critique pour la viabilité de la boîte. » Mais qu'est-ce qu'on apprend de ça ? C'est les gens, c'est clé, les process, c'est clé, même si au début, c'est extrêmement pénible de créer des contraintes à nos employés parce que on essaye d'être disruptif, on essaye de créer une culture où il y a moins de contraintes. Tu parlais tout à l'heure d'ownership, d'autonomie, etc. Il y a un moment, il y a aussi une réalité de ce que tu vends comme proposition de valeur. Nous, on proposait en partie une mission comptable. Et cette mission comptable, au démarrage, il faut avoir des gens en face pour y répondre. Et donc, il y a un moment, il faut placer le bon curseur entre pas créer de désastre pour tes clients et continuer à croître en tant qu'entreprise et extraire de la valeur de ça. Donc, c'est sûr que la croissance raisonnée, elle est nécessaire. Et après, sinon, de toute façon, c'est le churn qui est quelque chose que, en tout cas, chez Datac, il n'y en a pas. Donc ça, c'est formidable. Franchement, cette question-là, nous, aujourd'hui, il y a 0 churn. C'est quand même une chance incroyable. Ils valorisent énormément Datac Défense, la plateforme qu'on leur met à disposition pour se protéger, la protection. Et je pense que déjà, l'assurance, peut-être, est un marché où il y a moins de churn que d'autres marchés. Bien sûr. De SaaS. Puisque contrat cyclique by design, je veux dire. Tacite reconduction, voilà. Et en assurance cyber, et nous, avec la proposition de valeur qu'on apporte et le fait de s'introduire vraiment dans l'IT, l'entreprise, d'aider le DSI à améliorer sa posture de cybersécu, ils le valorisent et aujourd'hui, on a 0 churn. C'est incroyable. Et tu vois, si tu prends un business, je dirais, qui n'a pas ces qualités-là, parce que c'est quand même assez unique d'avoir de telles qualités, le churn, c'est critique parce qu'il y a un moment... il bloque ta croissance. Tu as atteint une phase de plateau et juste pour te maintenir, ça peut te coûter extrêmement cher. Donc c'est vrai qu'on est dans un modèle où les entreprises doivent grossir rapidement pour atteindre une taille critique qui fait que tout le monde crée de la valeur ensemble. C'est le jeu, alors c'est pas du Jenga, mais c'est aussi friable. Les fondations, elles sont un peu fragiles. Et donc il faut grossir vite tout en maintenant une construction de fondation relativement clé. Donc ça, c'était un vrai enseignement parce qu'en fait, c'est critique dans le quotidien des gens et je pense que quand tu as une boîte qui grossit vite, tu n'as pas forcément conscience de ça. Notamment quand tu n'as pas 30 ans, plutôt tous les signaux sont au vert. Je pense que le retour à la réalité, il est assez violent. J'imagine d'avoir un mauvais retour client et quelqu'un qui te quitte. Et on essaye toujours et c'est tellement sensible pour eux ce genre de sujet parce que d'avoir un soir un tour de croix des impôts, c'est jamais agréable finalement. Ah non. Et donc, c'est trouver la bonne balance pour les calmer et trouver une solution. C'était assez instructif. À moi Moi, je me lève. Je suis désolé. Je sais pas si ça rendra bien, mais je me lève. Alors, est-ce que je vais pas tenter le tabou tout en bas? Oh là, je prends des... Non, ça c'est bon. Ça, c'est la fin du game. Tu peux, hein. Non. Conversation intéressante. Est-ce que je refais XP? Il reste plein de cartes. Et la tour est magnifique. Thanks. Alors, ton plus gros angle mort en tant que leader et comment est-ce que tu le gères? Mon plus gros angle mort. Alors, comment j'explique ça? Je pense que, et c'est pas pour dire c'est une qualité, un défaut, mais moi, ça serait la persévérance, voire l'obstination. Ok. Parce que justement, je pense qu'il y a un peu... En fait, quand je veux quelque chose, je suis un bulldozer et je m'obstine et je veux qu'on y arrive. Et parfois, il faut accepter de se dire, tant pis,
ce partenariat-là, on sent qu'on ne va pas le gagner, on sent que il n'est pas fait pour nous. En plus, moi, il y a un autre sujet qui est, je considère qu'on a le meilleur texte, la meilleure proposition de valeur, la meilleure tech, la meilleure équipe, donc on devrait le gagner. Mais il y a des forces obscures, bon, ça je pourrais un peu détailler, mais qui font que parfois c'est aussi la politique, le copinage, qui font qu'un deal est gagné par un concurrent. Et moi, en fait, je reste un peu obstinée. Enfin, et en tout cas, tant qu'on m'a pas dit non, ou parfois même si on me dit non, je vais un peu... repasser par la fenêtre pour essayer de gagner. Voilà. Alors, c'est une qualité, parce que c'est ce qui nous a permis de faire plein de choses, c'est mon énergie et mon optimisme et ma persévérance qui fait que les équipes sont embarquées et qu'on y va et qu'on donne tout. Mais parfois, on perd peut-être un peu trop d'énergie. Je sais que tu joues au tennis aussi. Ouais. Et moi, je joue aussi un petit peu. Et tu vois, par exemple, j'avais vu ça, Federer, il a gagné que 51 points. C'est même moi qui te l'ai dit, ça. Cette anecdote, c'est même moi qui te l'ai dit. Peut-être, ben voilà, tu vois, je la ressors et je dis pas que 51 ça vient de toi. En fait, c'est 54% des points, il les a gagnés. Seulement 54%, ouais. 54% des points, il les a gagnés. Et par contre, il a gagné 80% de ses matchs. Exactement. Et ça, ben, je l'utilise. Alors, désolé, maintenant je te citerai. Je dirais que ça vient de toi. C'est pas moi, c'est... J'aimerais. Mais... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas courir sur toutes les balles. Je pense qu'il accepte de laisser tomber des balles trop loin, qui vont lui demander trop d'énergie, et que par contre, il arrive à être concentré sur les bonnes balles. Et ça, moi, c'est un peu, je pense, donc tu vois, peut-être je réponds en te donnant même deux angles morts, ça va être un peu l'obstination et de ne pas accepter de laisser tomber des balles, de vouloir essayer de courir sur tout, d'aller à fond. Donc bon. Et ça peut me cramer un peu moi, cramer les équipes, pas mettre assez d'énergie et de focus sur les 2 projets qu'on va accomplir. Donc c'est aussi pour ça que maintenant chez Datac, on a dit 2 projets. Avant, on était à 3 projets par trimestre pour la boîte. Maintenant, on est à 2. Parce qu'on se rendait compte qu'en fait, on se dispersait, qu'on voulait trop faire plein de choses en même temps, et donc il fallait se recentrer. Et accepter, je pense, de laisser tomber quelques balles pour après durer... Pour sur le point d'après être encore plus fort. Ouais, exactement. La gestion de l'énergie, c'est clé. Et c'est quand tu l'as compris que c'est important pour toi, ça résonne tellement sur le reste des équipes. Mais moi, je ne suis pas du tout encore parfaite. C'est vraiment... tu vois, mais même dans mon quotidien, des fois, j'ai 2 soirées boulot le même soir et j'ai du mal à choisir. Je vais me dire, allez, je commence par l'une, je finis par l'autre. Alors que maintenant, j'essaye de faire l'effort de me dire, non, tu fais un choix, tant pis, tu risques d'avoir le FOMO. Il y en a une que tu vas louper. Peut-être que c'est celle-ci qui t'aurait apporté le plus de business, mais tant pis, faut accepter. Et ouais, il faut recharger, il faut réussir à se dire que l'énergie, c'est un marathon. Et donc, et pour toi et pour les équipes, ouais. Très intéressant. À toi. À moi. Est-ce que tu vas continuer à descendre? Ah non, on prend moins de risques là. En fait, tu as juste voulu fragiliser les fondations et après, tu remontes en flèche. Oh là là, j'ai une stratégie de dingue. Alors toi, par contre, tu n'as pas mis dans le bon... C'est comme ça. All right. Changer. People. Ah oui, c'est moi qui te... Ah bah, on a un petit peu parlé. Est-ce que tu as déjà raté un recrutement clé? Quel impact ça a eu? Bien sûr. Je pense que le cas le plus clair, c'était de passer quelqu'un CTO dans une boîte où un ERP comptable, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. C'est plus de 200 écrans, c'est un produit qui nécessite d'être ISO avec le reste du marché avant d'être vendable. Et ça reste un problème technique parce que quand on a commencé, il y avait peu de solutions qui étaient dans le cloud déjà. Donc tu avais un changement d'architecture et puis même un changement même de manière de penser. Et c'est vrai que du coup, qui dit sujet complexe, dit vaste produit, dit beaucoup de gens. Des gens en produit, des gens dont c'est un sujet qui n'est pas forcément extrêmement excitant,
la compta, est-ce que les gens préfèrent travailler sur un ordinateur quantique ou sur de la compta? Je pense qu'il y a plus de gens qui iront vers l'ordinateur quantique et je les comprends aisément. Et donc, c'est vrai que le CTO doit être manager, doit être aussi quelqu'un qui, en tout cas dans notre cas, on aurait dû avoir un CTO manager qui aligne tout le monde, qui aligne les planètes, qui aligne la délivrabilité des développeurs avec les contraintes des product managers. Et je pense que on a pris quelqu'un qui était excellent techniquement et qui était quelqu'un qui humainement était extrêmement chouette, mais quand il était en difficulté humaine, se tournait assez rapidement vers la technique au détriment du management des autres. Et ça l'a bouffé. Et donc ça c'est difficile parce que il faut soit lui trouver un nouveau rôle, soit l'amener à partir alors qu'il a créé de la valeur pour l'entreprise. Donc ouais, ça fait prendre du retard. Et donc ça c'est l'impact business. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte que quand on prend du retard sur la roadmap, eh bien on ne peut pas forcément vendre le produit. Donc ça crée tout un tas de signaux externes, notamment au board, où les investisseurs en fait attendent qu'on vende finalement, ils attendent une valeur économique. Et donc du coup, comme il n'avait pas conscience de cela, il ne comprenait pas forcément la pression qui redescendait de plus en plus forte. Et malheureusement, on s'est séparés de lui, mais on est resté en relativement bons termes. On était amenés à se revoir et c'était d'ailleurs un super moment. Mais oui, les personnes clés, je pense que préparer une embauche de personnes clés, aligner les planètes, mettre aussi, leverager ces investisseurs qui ont vu potentiellement plus d'erreurs qu'en tant que primo-entrepreneur, on a vu par la force des choses. C'est hyper important, c'est clé, faire des prises de référence, aligner sur la vision, être sûr que la job desk elle est bien comprise, tester les enjeux, faire passer du temps avec cette personne, avec les équipes, même si c'est une perte de temps un peu pour les équipes en amont, dans le futur ça paiera. Et donc voilà, il faut rester droit dans ses bottes. Quand ça marche pas, ça marche pas. Ça avec la Brega Scale-Up Team, ouais, on a vachement travaillé, nous, le process de recrutement. On fait passer un TMA pour les personnes clés. C'est vous qui nous l'aviez conseillé, ça aussi, pour justement aussi comprendre le TMA. Il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est pour voir le profil aussi. Quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui le drive, et donc comprendre en fait quand toi, en fait vous n'avez pas du tout les mêmes motivations, comment tu peux lui parler. Donc ça c'est voir la complémentarité ou voir comment tu peux aborder quelqu'un. On a énormément travaillé là-dessus. Mais par contre les progressions internes, ce que je comprends tout à fait, ça c'est vraiment pas facile parce qu'en fait les personnes qui sont bonnes dans leur job, tu as envie de les faire progresser et elles ont souvent l'ambition et l'envie. Et parfois, c'est deux rôles différents et ça veut pas dire. Ouais. Et en fait, nous, on essaye énormément de dire ça aussi. C'est être manager, c'est juste un rôle différent. C'est pas être au-dessus, c'est pas être mieux payé qu'un individual contributor. Enfin, nous, un individual contributor peut être mieux payé que son manager parce qu'il apporte plus de valeur à Datac. Mais manager, c'est un autre rôle. Ouais, absolument. C'est pas les mêmes compétences. Tout à fait. Et tu vois, j'en parlais avec Anne-Sophie, qui est la Head of Talent chez nous. Elle me refaisait une analogie de tennis, donc comme on parle aussi de tennis en interne. Et elle disait, c'est vrai que quand on fait des entretiens, on joue notre jeu, on est sur le terrain, mais il y a tout ce qui se passe en interne. Et ça, c'est très, très difficile dans un process de recrutement ou un process d'évolution interne de l'identifier. Et c'est vrai que du coup, tous ces pas de côté, tous ces tests, juste voir s'il y a une compatibilité forte, c'est bien pour tout le monde en fait. Ah non, mais vaut mieux tester au maximum, passer du temps au début, parce qu'après, la perte de temps que c'est entre le temps d'arriver, le temps de se rendre compte. L'énergie que tu perds aussi. On n'a pas parlé du fait que parfois on va embaucher des gens qu'on n'arrive pas à faire venir. Ça arrive aussi. Hein. Ça peut être la déception de l'entrepreneur. Ah ouais, non, ça, moi, j'ai pas ce problème. Ah bah très bien. J'ai réussi à ravi de l'entendre. Moi, ça m'est arrivé. C'est vrai que c'est très. Tu donnes tout en fait quand tu penses que les gens vont créer de la valeur.
Et parfois, ça aurait été sans doute une erreur parce que tu es emporté par ouais, ce que tu peux faire ensemble. Et c'est souvent quelque chose de... Ouais, si tu es trop dans la séduction, c'est que la personne, elle n'a pas envie du projet. Donc moi, je me dis, s'il n'a pas envie de nous, moi, j'ai plus envie de lui, en fait. Ah, mais non, mais c'est très rationnel. J'étais pas aussi rationnel que toi à l'époque. Oh, là, ça commence à être plus chaud en revanche. Oh là là. Là, ça commence à être quand même un poil plus chaud. Leader visionnaire ou manager opérationnel? J'aimerais te dire que je suis leader visionnaire. Moi, je connais la réponse, oui, effectivement, pour être assez souvent avec toi. Ouais. Non, j'aimerais. On a recruté c'est pas grave, un super comex, mais je reste encore assez hands-on. On est encore un peu moins de 50. J'y travaille à mieux, encore plus déléguer, être moins les mains dedans. Après, je me dis que d'être les mains dedans, ça me permet toujours discuter avec nos clients Bien sûr. comprendre leurs besoins. D'être aussi les mains dedans ou de rester un peu proche des projets, ça me permet aussi de réaliser justement le temps d'exécution, de comprendre la complexité des projets qu'il y a derrière et donc comprendre quand quelque chose n'est pas livré à temps ou comprendre le temps qu'il faut, les investissements qu'il faut. Est-ce que... Et voir l'important, on va dire. Est-ce que c'est pas aussi un peu là où tu es plus en maîtrise, l'opérationnel? Clairement, mais moi je suis une machine. Non, mais moi, le bulldozer que tu évoquais tout à l'heure. Ah non, mais c'est sûr. Oui, bah non, mais peut-être aussi, c'est sûr, il y a plein de trucs où tu te dis, je le fais très vite, je le fais très bien. Donc je le fais, ça va aller plus rapidement, peut-être. Est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé sur le fait de, finalement, c'est un peu lâcher prise sur l'opérationnel et c'est très dur, moi je l'ai vécu en tant que primo-entrepreneur, trouver la bonne balance entre la vision long terme et quand même que les sujets avancent. Moi, j'étais plutôt l'inverse de toi. Moi, le sujet opérationnel m'ennuie radicalement. Par contre, passer du temps à réfléchir à la vision, la stratégie, quelle est la solution la plus élégante pour arriver à mes fins, ça, je peux passer des jours là-dessus. Donc, j'avais naturellement vers ça et toi, tu vas naturellement vers un autre sujet. Et je pense que la vérité, elle est au milieu. Il faut juste accepter de se faire violence à un moment et c'est que par l'expérience qu'on y arrive finalement. Oui, non, mais j'y travaille au lâcher prise, à accepter que ce soit pas fait comme exactement j'aurais aimé, de pas être dans tous les sujets. Non, mais il y a quand même pas mal de sujets maintenant qu'on délègue. Évidemment. On a réussi quand même à structurer. Il y a plein de choses que je ne vois plus et je suis très heureuse de ne plus les voir. Mais en tout cas, je pense que j'aspire plus à devenir leader visionnaire et à quitter le manager hands-on. Ouais, c'est vrai que la balance, elle est très fine. Pour bien que la boîte continue à avancer, il y a un moment, c'est un passage obligé. Parce que mais bien sûr. Sinon, en fait, on est un frein à notre organisation, ce qui est l'inverse de notre objectif, en fait. Non, faut pas que tout le monde ait l'impression que tu dois tout valider et tout. Non, c'est pour ça que, tu vois, j'utilise un jeu qui s'appelle le Delegation Poker. Ok, le Delegation Poker. Ce sont des cartes. Et justement, maintenant, dans ma forme de management, je partage les cartes et je dis, tous les sujets où tu as la full délégation, tu m'en parles pas, j'ai pas besoin de le savoir. Okay. On m'en parle même pas lors de nos one-one et tout. Je veux même pas en entendre parler. D'autres sujets, tu as le droit de me consulter pour avoir mon avis, mais je ne donne pas... C'est toi qui as la décision finale, quoi. C'est toi qui as l'honneur. Et par contre, les quelques sujets où là vraiment, on valide. Tu as besoin de ma validation, généralement c'est aussi validation, c'est plutôt validation COMEX, quoi. Okay. Donc j'ai mis en place tu as mappé la sévérité des sujets en fonction de ça. Pour que, même dans nos one-one avec mes N-1, on parle pas de tout de rien, quoi. Tu me parles juste des sujets où tu as besoin... de ma validation ou de mon avis pour avancer. Parce que sinon, quand tu me parles d'un sujet, j'ai envie de donner mon avis, forcément. Bien sûr. Tu me parles d'un truc, j'ai envie de te dire, moi, je ferais plus comme ça et tout. Alors qu'en fait, non, et en fait, ne m'en parle pas. Ne me demande même pas mon avis. Ah, c'est marrant. Donc voilà, je progresse. Alors, est-ce qu'on n'irait pas sur un money? Il y a celui-là qui me tend les mains. Ou alors peut-être celui-là, là. Oh là là, ça commence à être très, très, très Moi, je prends pas
Par couleur, je prends par facilité. Oh là là, là ça commence à être chaud. J'ai Je sais pas si l'impression t'as que Kira qui a mis tout ça en place voulait que on ne puisse pas Easy. poser de money. Bah oui, non mais tu sais, c'est toi qui es dans le risque. Oh là là, enfin, Gigi, excuse-moi, il y avait quand même une petite chaleur. Un coup de chaud. J'ai un coup de chaud, on va peut-être leur demander d'augmenter la clim. Un fondateur devrait-il avoir un gros salaire? Je dirais... Énorme. Énorme. Énorme Voilà, salaire. on en parle. Bonne question. Non, je pense qu'il faut pas être en risque. Faut pas que l'argent soit un sujet. Je pense qu'il y a un trop gros écart non plus entre les fondateurs et le COMEX. Enfin, nous, on accepte de moins se payer que notre COMEX. Ouais. T'as vu, je suis pas revenue te voir pour en parler. C'est vrai. C'est normal en plus qu'une boîte, dans une boîte qui n'est pas rentable, on ne soit pas payé comme exec d'un groupe du CAC 40. Donc, je trouve ça normal qu'on ne soit pas au niveau qu'on pourrait avoir ailleurs. Mais je pense que aussi pour avoir le soutien, aussi l'aide à la maison et de pas avoir des contraintes financières, il faut quand même se rémunérer correctement et puis pour tenir aussi dans la durée. Après tu peux faire par étapes aussi avec les étapes de l'entreprise. Ouais, je suis complètement aligné. En fait, je pense que moi, je le dirais d'une autre manière, ce qui est le peace of mind des fondateurs. La majorité, ils sont bien dans leur quotidien parce qu'ils savent que tel sujet est géré, tel autre sujet est géré. En fait, c'est de l'extra focus. Quand on a une situation logistique, quand on est parent et qui est vraiment suboptimale, bah, en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué, donc il faut trouver la bonne balance. L'essentiel de la valeur en tant que fondateur, et c'est ce qu'on essaye d'aiguiller, ce qui n'est jamais facile en tant que fonds, c'est on doit créer de la valeur sur l'equity, sur les actions, sur notre investissement. Maintenant, si on met les gens dans des situations critiques et inconfortables, ça ne fonctionne pas réellement non plus. Donc chaque stade de boîte a sa réalité. Et je pense qu'en tant que fonds, quand il y a du secondaire qui est nécessaire pour passer des étapes de vie qui sont bien normales, vous donnez à fond, il faut qu'on les considère, tout en étant raisonnable. Encore une fois, c'est une question de balance, une question de transparence, une question d'honnêteté. Moi, j'ai envie juste de dire, voilà, c'est vrai que les fondateurs ne doivent pas penser que les fonds sont contre eux. Bien au contraire, si je pense qu'on est aligné sur où est-ce qu'on va et qu'on est honnête sur les sujets et les problèmes, eh ben, en fait, on trouve toujours des solutions qui fonctionnent, notamment sur les sujets de salaire ou de package. Ouais, c'est clair. Il faut juste en parler. Ça ressemble je plus t'en à grand... parlerai peut-être. Non, Ah, ok. Il a fallu un Jenga pour qu'on parle... Voilà, là, tu prends des gros risques en revanche. Attends, J'ai même pas fini mon Perrier. moi j'ai fini. Pardon. Tu auras donc décidé de ne pas te lever, en fait. Alright. J'aurai un point bonus pour ça. Du coup, à toi. Comment tu gères les conflits ou désaccords avec tes cofondateurs? C'est un sujet extrêmement... Il y a deux choses. En fait, il y a côté quand tu es entrepreneur, je pense que la relation entre cofondateurs, c'est quelque chose qui est absolument clé. Il faut absolument chérir cette relation entre cofondateurs. Y passer du temps, dire ce qui fonctionne pas, garder les gens alignés, faire des compromis, discuter, ne pas faire cavalier seul, ne pas s'isoler. C'est très facile de s'isoler en tant qu'entrepreneur. Même si on est plusieurs, c'est facile de s'isoler dans ces sujets. Alors, si la structure de l'entreprise est bien faite, on a chacun nos assiettes et notre périmètre. Donc normalement, ça se phagocyte pas, quoi. Donc garder l'alignement, c'est absolument clé, même si on doit y passer du temps, parce qu'après, ça résonne dans les équipes. En fait, les gens le voient immédiatement. Il y a plusieurs dynamiques, plusieurs idées, plusieurs manières de décider. Et en fait, ça toute cette énergie qu'on met tant de force à créer dans les équipes, elle se dilue aussi vite qu'elle n'a été créée. Et un départ par raison de désalignement peut en appeler plein d'autres, notamment parce que si on a choisi les bonnes personnes, elles arrivent à fédérer autour d'elles. Donc si elles partent, les autres partent aussi. Donc il faut vraiment chérir cette relation cofondateur.
Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté, quels que soient les caractères de chacun. Il y a des gens qui sont plus discrets, d'autres qui sont plus frontaux. Il faut l'accepter et il faut absolument y passer du temps. Sinon, c'est un cap en fait pour l'entreprise. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est absolument clé quand on est cofondateur. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, c'est une discussion que j'avais eue avec un de mes associés, c'est de comprendre qu'on a une responsabilité d'actionnaire d'un côté et une responsabilité d'opérateur de l'autre. Et que parfois, ces deux sujets sont évidemment liés, on crée de la valeur ensemble, mais parfois, on est un très bon actionnaire, mais on n'est plus un bon opérateur. Il faut let it go. Et je me souviens de cette discussion que j'avais eue avec Benjamin Guénieux, qui est le fondateur d'Ornicar, qu'à un moment, il m'a dit, bah voilà, je ne suis plus créateur de valeur, donc je vais passer à autre chose. Et je pense que c'est beaucoup de sagesse de faire ça. Et côté investisseur, bah, c'est vrai que nous, on doit agir en tant que médiateur. Quand il y a un conflit entre associés, bah, pour le coup, c'est vraiment suboptimal en termes de création de valeur. Et je pense qu'il y a, en fait, encore une fois, il faut bien distinguer le côté actionnaire et le côté actif. On est responsable fiduciaire de l'actif qu'on est tous en train de créer. Et si ça peut avoir des défauts personnels sur notre quotidien en tant que cofondateur, bah en fait, il faut l'accepter. On a souvent plus à gagner à avoir une relation saine et on retrouvera plus un travail rapidement ou un autre projet rapidement si on accepte qu'il y a des divergences, plutôt que d'essayer de s'ancrer et essayer de créer du coup un environnement de travail pour tout ce qui est malsain, du board, Comex, Codir et en dessous. Mais ça demande beaucoup de sagesse. Je pense qu'en tant que primo-entrepreneur, ça prend des années pour y arriver. Ouais, puis c'est vrai que je trouve que ces sujets-là, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, non. Je pense que les fondateurs n'osent pas trop en parler parce que c'est dur, vraiment le bad buzz quand même. Ouais, bien sûr. Bah même, il y a beaucoup qui disent un départ d'un fondateur, après, ça complique les prochaines levées. Et donc, je pense que du coup, personne n'en parle beaucoup. Mais ça arrive énormément. En fait, après, quand tu creuses un peu, tu vois que quand même, il y a beaucoup de boîtes à succès où il y a un des fondateurs qui est parti. Et donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communication sur ça, donc on n'est pas beaucoup aidé. Quand ça nous arrive, et nous, ça nous est arrivé chez Datac, un conflit de fondateurs. Bien sûr. Bah, tu te dis, mais mince, mais qu'est-ce qui nous arrive? On est nuls, on s'en veut parce qu'on se dit, mais mince, on s'est mal choisi, on a mal communiqué, on s'est pas bien aligné dès le début, comment ça se fait? Pourtant, on avait parlé des valeurs, de la temporalité qu'on avait, de la mission. On avait l'impression d'avoir abordé tous les sujets et pourtant, il y a quand même des conflits qui arrivent et des écarts de vision. Et donc là, tu t'en veux et tu as l'impression d'être tout seul et pourtant, ça arrive beaucoup. Et donc, c'est vrai que là, les fonds, je pense que vous avez un rôle pour rassurer, pour dire que ça peut se passer. Bah, là, chez Brega, c'est quelque chose qu'on est vraiment présent. On parlait d'Anne-Sophie, Sébastien qui gère la scaling team, fait ça aussi pour retrouver un terrain d'entente, retrouver un espace de communication, remettre l'église au milieu du village. Parfois, quand la communication elle est rompue, en fait, on ne parle plus de la même chose. Donc, en fait, la situation se crispe exponentiellement sans vraiment de raison. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont rattrapables et de situations qui sont rattrapables à condition qu'on soit capable d'en parler ouvertement. Je pense qu'il y a plus de risques à ne pas en parler à un fonds qui peut solutionner la solution que de laisser le problème grossir jusqu'à un point de non-retour. Ouais, c'est clair. Bah, nous, depuis, on se fait régulièrement des feedbacks, coacher, ouais, mais c'est très intelligent. Se dire les choses, ne pas laisser des non-dits. Et franchement, maintenant, ça se passe très, 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 très bien avec Damien. Je pense que la boîte, il le voit, quoi. Qui pose la question à Damien ou à moi, on va dire la même réponse. Et s'il y en a un qui a dit une réponse et l'autre pensait peut-être autre chose, tant pis, on s'aligne. Enfin... Et ça donne vraiment une continuité dans la vision, dans les missions qu'on donne. Et puis le fait aussi d'être remplaçable. Du coup, quand il y en a un qui n'est pas là, l'autre peut répondre, peut être sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment un état d'esprit qui est beaucoup plus sain pour les équipes, pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à chérir. Il faut prendre le temps. Absolument. À moi ? Je pense que ta stratégie initiale va nous faire... va te faire. Tu vas dire que oh là là, tu commences à partir sur un seul... Brega, vous avez gagné. Je pense que c'est un 100% de win pour Brega. Et j'en suis assez content. Je vais te le dire. J'avais envie de t'offrir cette victoire. Donc, tu me fais une question facile.
Je te fais une question facile. Absolument. Et bien, Charlotte, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te satisferait en tant que fondatrice? Vraiment quelque chose, si tu regardes cette année 2025, on se positionne au moment de Noël et j'aimerais vraiment savoir quel est le truc dont tu serais le plus fier que toi tu as fait ou que tes équipes aient fait. Et ça peut être perso, ça peut être pro, tu choisis ce que tu veux. Mais vraiment, je pense qu'il y a, en tant que fondateur, on prend très rarement ce moment de regarder en arrière pour se dire ça, je suis fier de moi d'avoir fait ça. Ça peut être quelque chose que tu as appris, ça peut être quelque chose que tu as exécuté, ça peut être un succès, ça peut être ce que tu veux. Ah, moi, je vais pas du tout faire original, hein, mais et peut-être parce que je suis data-driven, mais moi, c'est atteindre ce qu'on a annoncé. J'aime bien faire ce que je dis et dire ce que je fais. Et donc le BP qu'on a vendu en début d'année, franchement, moi c'est mon objectif Q4, c'est de le réaliser. Alors si on peut le réaliser en ayant les équipes mobilisées, qu'il y ait tout le monde embarqué, qu'on soit tous là et qu'on ait encore du souffle pour l'année prochaine, évidemment. Évidemment, faut pas se cramer pour faire un quarter, mais nous, tu sais que la fin d'année, c'est C'est la hyper période important. hyper intense de l'année. Ouais. On signe 65%, 70% du business entre septembre et décembre. Et donc là, on est tous dans les starting blocks pour la fin d'année. Et moi, j'ai un driver, c'est les chiffres et le BP qu'on a vendu. Ouais. Money time. Ouais. Merci Charlotte. Merci, c'était super sympa et bravo pour ta victoire. Ouais, j'espère que ton âme de compétiteur n'a pas trop pris un coup. Non, ça va, je te battrai à un autre jeu. Au Sky Joe. À bientôt. Merci.